Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans la série des leçons de philosophie réaliste données à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je suis rendu dans le cours de critique, un cours qui est extérieur un petit peu à la philosophie et qui regarde comment notre intelligence peut arriver à connaître le réel, comment elle fonctionne dans la recherche de la vérité. Et je voudrais aborder maintenant la question du statut épistémologique des mathématiques. Est-ce que les mathématiques font partie de la philosophie ou est-ce qu'ils y sont étrangers? Évidemment, pour aborder ce sujet, je rappelle que je me situe dans la perspective d'un regard de philosophie réaliste. Et donc je voudrais rappeler en quelques secondes ce que c'est que la philosophie réaliste. La philosophie réaliste, c'est une philosophie qui n'a comme maître que le réel. Elle cherche à le connaître du mieux qu'elle le peut. Elle fait de ce réel son maître et elle sait fort bien, évidemment, que ce réel la dépassera et la dépasse constamment. Cependant, comme on dirait un chien de chasse qui poursuit le gibier, qui cherche à toujours le cerner de mieux en mieux, l'intelligence tend à son objet qui est la vérité. Et la vérité, c'est donc le maximum, autant que faire se peut, de conformité de notre pensée à la réalité. Tout dans le réel intéresse donc le philosophe, à commencer par les réalités qu'on constate, qu'on expérimente autour de nous, qui peuvent aller depuis les cailloux, les plantes, les animaux, et surtout, au sommet de tout, évidemment, l'homme. Mais la philosophie ne s'intéresse pas qu'à l'homme pour l'homme, elle s'intéresse aussi à la question de la sagesse, à savoir à quoi sert cette vie humaine? Est-ce qu'elle a un sens profond? Et donc de répondre aux trois questions qui se sont posées d'ailleurs au tout début de la philosophie, au début de l'humanité. Et ce qui a donné son nom, ce sont les trois questions de la sagesse, puisque la philosophie signifie amour de la sagesse. D'où est-ce que je viens? Qui est-ce que je suis et où est-ce que je vais? Ces trois questions, évidemment, étant posées de manière radicale, visant l'origine radicale du monde. Est-ce qu'il vient d'un Dieu ou du hasard? Et puis la finalité, la fin de ce monde. Est-ce que c'est le néant? Ou au contraire, est-ce qu'il y a une vie éternelle avec la préservation de notre conscience? Aristote, pour définir de manière plus précise les sciences, et pour fonder ce qu'on appelle maintenant l'épistémologie, c'est-à-dire l'étude de la structure des sciences, là où elle se situe, eh bien, il utilisait une distinction fort pratique, qui est celle-ci, celle de l'objet matériel d'une science, c'est-à-dire ce qu'elle regarde concrètement, et deuxièmement, de la raison formelle de cette science, ça veut dire sous quel aspect elle regarde cette chose. Eh bien, je dirais que pour la philosophie, l'objet matériel de cette science, c'est le réel sans exception. Aucune limite n'est donnée au réel. Et je dirais que, justement, ce qui caractérise la philosophie et qui la différencie de ce qu'on appelle le scientisme, c'est que, même si le réel, parfois, peut lui échapper, elle est ouverte à le connaître si tout d'un coup, il venait à apparaître. Je veux dire par là que le scientisme, une analogie m'avait été donnée par un ami, professeur de philosophie, c'est un peu un homme qui a perdu ses clés. Il les a perdues entre l'endroit où il était, un restaurant, à quelques kilomètres d'ici, et puis sa maison. Or, il y a un réverbère au pied de sa maison, le seul où il y a de la lumière, et il cherche les clés au pied du réverbère. Quelqu'un lui demande « Vous cherchez quoi ?» Il dit « Je cherche mes clés. » Et où est-ce que vous les avez perdues? Eh bien, entre le restaurant Intel et ma maison. Pourquoi vous les cherchez sous le réverbère? Parce que sous le réverbère, j'y vois, il y a la lumière. Et donc, si cet homme ne cherchait nulle part ailleurs, il serait dans le scientisme, qui consiste à dire qu'il n'existe que ce que je peux percevoir par ma méthode. La méthode, en l'occurrence, c'est celle de la science ici. Mais il peut y avoir une idéologie philosophique qui consiste à dire que n'existe que ce que mon intelligence, par ses forces propres, peut atteindre. Non, le philosophe, au point de départ, son objet matériel, c'est le réel sans exception, et il est ouvert à tout. Cependant, il ne le regarde pas de n'importe quelle manière. Il a une raison formelle, et cette raison formelle, elle consiste en ceci. Je ne considère en philosophie le réel que si je peux l'atteindre par les forces naturelles
de mon intelligence, de mes facultés de connaissance, de mes sens par exemple. Tout ce qui dépasse les forces naturelles, je dis bien naturelles, donc soumises à leur exercice propre, soit de mes sens, soit de mon intelligence, échappe au domaine de la philosophie. Et donc, si un extraterrestre bleu, sans que je puisse le voir, se mettait à parler à un homme et disait « c'est moi qui ai créé le monde, je suis bleu, j'ai 50 tentacules », eh bien le philosophe, tant qu'il n'a pas vu de ses yeux cet extraterrestre, ou tant qu'il n'a pas démontré par une méthodologie quelconque son existence, eh bien il échappe au domaine de sa connaissance. Il faut donc que le philosophe puisse atteindre cet extraterrestre par les forces propres de son intelligence. Si cet extraterrestre lui apparaît, ça change tout, évidemment. Il entre, pour lui en tout cas, pour ce philosophe, dans le domaine de la philosophie. Donc on voit à quel point la philosophie est une science extrêmement large, mais qui n'est pas forcément universelle, parce que rien ne dit qu'il n'y a pas des choses qui échappent aux capacités naturelles qu'a l'homme de connaître. Et donc c'est une science qui doit aussi être critique sur elle-même, c'est-à-dire très humble. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Si la philosophie, par sa méthode, prétend tout dominer, elle dépasse son objet, elle entre dans une démarche orgueilleuse de type scientiste, et donc ça ne va pas. Alors avant de se demander si les mathématiques font partie de cette science qui serait la philosophie, il convient de définir d'abord ce que sont les mathématiques. Et avant d'aller sur ce sujet-là, de donner d'abord une petite histoire rapide des mathématiques telles qu'ils se sont développées. Au tout début des mathématiques, ils sont concrets. Ils partent de l'observation du réel et par rapport à quelque chose qui sert concrètement aux hommes d'une certaine époque. On en voit les traces par exemple à Babylone, sur les tables cunéiformes. Il s'agit de compter de la marchandise, de peser de la marchandise dans les échanges commerciaux. Des additions, des soustractions envers des êtres concrets, un nombre particulier de fruits, de légumes, etc. De même, la géométrie naît dans un contexte semblable, un contexte de concret. Il s'agit de l'architecture, par exemple, de mesurer quelle sera la taille exacte d'un bâtiment, de le reporter à partir d'un plan sur le sol, concrètement. Et donc, on invente aussi des outils pour mesurer, des outils très simples, comme, comment dirais-je, un fil à plomb, une ficelle pour faire un cercle, pour mesurer la diagonale d'un carré, etc. Ce n'est que peu à peu, à force de réfléchir, à force de chercher à connaître pour connaître, que certains hommes, certains pionniers des mathématiques, décideront de les travailler pour eux-mêmes, en les abstrayant un petit peu au départ, pas énormément, mais un petit peu tout de même, du domaine du concret. Et c'est là que va apparaître des notions de chiffres. On travaillera sur des chiffres, 1 plus 1 égale 2. C'est déjà plus abstrait. On s'est abstrait de une banane plus une banane. Bon, il n'y avait pas de banane à l'époque, mais enfin, c'est un exemple, égale 2 bananes. L'abstraction ne cessera de s'approfondir. Elle se fait aussi en géométrie. Si, il est tout à fait différent, et c'est beaucoup plus abstrait, de faire un carré sur une feuille ou sur une table, que de faire un plan concret d'un bâtiment carré. Et donc petit à petit, des notions de forme géométrique, abstraites de la réalité qu'elles doivent signifier, seront travaillées pour elles-mêmes. C'est ainsi que, tout au long de l'histoire des mathématiques, des niveaux d'abstraction de plus en plus profonds vont apparaître. On ne travaillera plus sur un cercle, mais sur l'idée d'un cercle. On ne travaillera pas sur un nombre de pommes qu'on ajoute, mais sur le chiffre 1, 2, 3, abstrait de toute réalité concrète. Et ensuite, on verra apparaître les mathématiques modernes, et ça c'est beaucoup plus tard. C'est à l'époque moderne justement. Les mathématiques modernes qui remplacent les chiffres eux-mêmes par des lettres, X, Y, ce qui permet d'établir des équations qui sont beaucoup plus universelles. Au XIXe siècle, les mathématiques deviendront professionnelles. Et on verra des mathématiciens établir des théories de manière beaucoup plus rigoureuse que par le passé. Ils prendront presque une apparence de science, puisque fonder les axiomes qu'on pose à la base de la construction mathématique, on en sortira à travers des raisonnements logiques, des séries de théorèmes qu'ensuite on peut appliquer aux chiffres.
Donc, donnons un exemple, c'est beaucoup plus simple. Si je fonde ma géométrie sur l'axiome suivant, à savoir que par un point donné, il ne passe qu'une seule droite parallèle, constitue un axiome. Et cet axiome, je le constate, c'est celui qui viendra en premier à l'idée du mathématicien. Pourquoi? Parce qu'il est sorti du réel. Dans le réel, si j'ai une droite, par exemple un rail en bois, eh bien, ce rail en bois ne peut occuper qu'un seul espace et il ne peut pas y avoir au même endroit un deuxième rail en bois. Donc, par un point, en mathématiques, on dira, il ne passe qu'une droite. Cependant, je fonde à partir de là, par une série de raisonnements logiques, de déduction, d'induction, je fonde une série de théorèmes en géométrie. Et les théorèmes seraient fort différents si je décidais dans les mathématiques modernes qui, eux, se construisent souvent comme un jeu. Ils sortent véritablement, ils se séparent, ils s'abstraient véritablement des données, comment dirais-je, de l'expérience qu'on avait à la base de la naissance des mathématiques. Je peux donc décider que par un point donné, il passe une infinité de droites. Et dans ce cas-là, je fonderai une autre forme de géométrie. Il faut remarquer que les théorèmes, parfois, ont existé bien avant qu'on axiomatise, c'est-à-dire qu'on fixe les bases de notre géométrie. Ils étaient tout simplement découverts à partir de l'expérience, je dirais. L'axiomatisation qui s'est faite lorsque les mathématiques sont devenues modernes et se sont professionnalisées permet cependant de mieux comprendre la cohérence des mathématiques. Et il faut ajouter à cela qu'à notre époque, on a analysé davantage, un peu à la manière que le faisait Aristote, dans ce qu'on appelle son organon. Ça veut dire, lorsqu'il étudie l'outil qui permet de bien penser, de bien raisonner. Eh bien, en mathématiques, de la même façon, il y aura une logique. Ça veut dire qu'on établira des règles de raisonnement qui peuvent permettre de poser des conclusions. La logique mathématique, elle est une logique de type réaliste. Ça veut dire qu'elle s'appuie en premier lieu sur le principe de non-contradiction que Aristote lui-même avait défini dans sa philosophie, à savoir que on ne peut pas être en même temps et sous le même rapport et ne pas être. Par exemple, je ne peux pas fonder des mathématiques si je décide que, à la fois, il ne passe par un point qu'une seule droite et en même temps, je décide que par ce point, il passe une infinie de droites. C'est soit l'un, soit l'autre, évidemment. Ce principe de non-contradiction qui fonde toute logique, il n'est pas démontrable. Il n'y a pas de démonstration de ce qui est fondamental. Parce que tout simplement, il touche non seulement à l'être des choses, mais à la nature même de notre pensée. Il est impossible de penser, même en se servant de son imagination, qu'une chose soit et ne soit pas sous le même aspect au même moment. Par exemple, je ne peux pas être en même temps ici assis et en même temps debout. C'est pas possible. Le principe de non-contradiction, s'il n'est pas démontrable, de toute façon est une évidence et on y adhère naturellement. Je dirais que c'est une loi naturelle de l'intelligence lorsqu'elle pense. De toute façon, si un être humain ou un mathématicien en arrivait à nier le principe de non-contradiction, en affirmant on peut affirmer entre choses, cette chose-là et l'inverse, eh bien à ce moment-là on pourrait lui opposer que sa pensée implique quelque chose qu'il estime non contradictoire. Et donc, par définition, il sort de sa propre démonstration. Alors pour terminer cette étude rapide de l'histoire des mathématiques, je dirais que ce qui a curieusement abouti à leur achèvement, ce sont les mathématiques appliquées. Je veux dire par là que, après une phase de recherche fondamentale sur les mathématiques, une recherche qui est donc abstraite de toutes les conditions du réel, qui peut tout naturellement, lorsque la science de la réalité, pour le coup, s'est développée, et qu'elle a voulu analyser les conditions matérielles de son fonctionnement, donc mesurer les choses, eh bien, elle a eu besoin de l'outil mathématique. Et on s'est aperçu, à ce moment-là, que le domaine matériel des choses avait effectivement un fonctionnement mathématique, et qu'on pouvait, sous forme de mathématiques, formuler des choses tout à fait réelles, pour le coup. On a aperçu que des domaines mathématiques qui devaient être à l'origine des pures constructions de l'esprit, donc totalement abstraites, des conditions même de la réalité expérimentée, eh bien, avaient un usage particulier dans un réel qui est contre-intuitif,
mais un réel comme l'infiniment petit, le domaine des ondes, etc. Si je reprends par l'exemple que j'ai pris tout à l'heure en géométrie, à savoir une géométrie qui définirait comme axiome de base que par un point passe une infinité de droites, eh bien, curieusement, à travers les fibres optiques, qui sont une fine lamelle de verre, on s'est aperçu qu'on pouvait faire passer une immense quantité de signaux électriques qui transmettaient des messages. Évidemment, sans doute pas une infinité, mais malgré tout, il y a là quelque chose qui avait été imaginé en mathématiques avant même d'être découvert dans la réalité. Eh bien, cet exemple, il est multipliable de manière gigantesque à cause des sciences modernes et de certaines données du réel qui sont contre-intuitifs. L'imagination mathématique a parfois devancé la découverte de réalités, et au contraire, parfois, en découvrant des réalités particulières, on a dû développer tout un domaine nouveau des mathématiques, si bien que les deux se sont, je dirais, interfécondés. On sait par exemple comment Albert Einstein, dans la découverte de sa théorie de la relativité, manquait d'outils mathématiques et qu'il dut faire appel à des amis mathématiciens qui étaient suffisamment forts pour pouvoir formuler sous forme d'équations ce qu'il avait découvert, lui, intuitivement, à partir de la réflexion sur le réel. Alors évidemment, il faut reconnaître que cette application des mathématiques n'a pas touché à la totalité de la réalité. Elle ne peut servir qu'à ce qui est quantifiable. On ne peut pas formuler sous forme d'équations mathématiques la nature, par exemple, de l'amitié. On ne peut pas. Par contre, on pourrait peut-être quantifier sous forme de statistiques le pourcentage de fidélité qu'il y aurait dans un groupe humain par rapport à une promesse d'amitié. Cette statistique qui se sert d'un outil mathématique donne évidemment quelque chose du réel, mais elle est bien incapable de définir ce que c'est que l'amitié elle-même. Je me rappelle d'un de mes élèves qui était un futur informaticien brillant et qui me disait que l'amour c'était tout simplement un phénomène chimique et qu'il pourrait un jour être mesuré par les mathématiques. Le côté quantitatif qui se met dans le cerveau au niveau de l'exercice de la passion, sans doute, il a raison, mais certainement pas l'amour d'amitié au sens spirituel du terme, cette volonté d'être fidèle à une personne au-delà du sentiment ressenti. Un domaine qui est d'une toute autre nature que la quantité. Et donc, les mathématiques appliquées, lorsqu'elles sont faites de manière réaliste, elles se mettent au service uniquement de ce à quoi elles peuvent apporter quelque chose, donc le domaine de la quantité. Alors ceci étant dit, il me faut donc maintenant aborder le statut épistémologique des mathématiques, à savoir de regarder quel est d'abord leur objet matériel, puis ensuite de regarder quelle est la raison formelle des mathématiques puisque toute science se définit ainsi. Je retourne donc maintenant aux mathématiques en eux-mêmes. Je ne me sers plus de ce que j'avais posé comme point de départ des mathématiques, à savoir le fait de compter des fruits, concrètement, ou alors de ce qui a été à son terme, à savoir les mathématiques appliquées, c'est-à-dire retourner au réel à partir de cet instrument. Je ne regarde que les mathématiques en eux-mêmes dans leur développement propre, soit à partir des chiffres, des relations entre chiffres, soit à partir de la géométrie. Le premier étant la quantité qu'on appelle la quantité discrète et le deuxième la quantité continue. Donc, quel est l'objet des mathématiques? Est-ce que ce sont des réalités qui se promènent comme un fruit? Ou alors une table avec sa surface? Eh bien je dirais que non. C'est quelque chose qu'on a abstrait de cette réalité au départ, mais qui est en elle-même cette abstraction. On appelle cette chose abstraite qu'on prend pour elle-même, qui a une certaine quantité, et qu'on va mettre en relation par des relations logiques, on appelle cela des êtres de raison. Si on prend l'abstraction, comme par exemple le chiffre 1, 2, 3, ou un cercle en soi, un carré, si on les prend et on les considère avec notre intelligence, eh bien, ils n'existent pas en eux-mêmes, ils n'existent que dans notre pensée qui les construit. On les appelle donc des êtres construits par la raison, même si de fait, au point de départ, je l'ai montré, la raison s'était servie de ce qu'elle avait vu dans la réalité. Elle peut, après, dans un deuxième temps, s'abstraire complètement de cette réalité et inventer des êtres de raison, des êtres mathématiques,
complètement, comment dirais-je, séparée de tout. La différence qu'il y a entre la réalité et un être de raison, c'est que la réalité, lorsque je n'y pense plus, elle est là, elle reste là. Par exemple, si je vois une montagne, certains philosophes disent « je crée la montagne en la voyant ». Ils s'illusionnent, la montagne elle existait bien avant moi, c'est évident, c'est ce que dit en tout cas une philosophie réaliste. L'idéalisme, il peut penser ce qu'il veut. Et de toute façon, je me situe bien dans une philosophie réaliste, c'est-à-dire qui essaye d'être conforme à la réalité observée. Les objets mathématiques, au contraire, dès que je n'y pense plus, eh bien ils disparaissent. Je les crée par ma propre intelligence. Alors il y avait un philosophe jadis, appelé Platon, qui lui estimait que les êtres qu'on pouvait penser par eux-mêmes, les êtres abstraits, les abstractions, elles avaient une réalité ontologique, c'est-à-dire qu'elles existaient vraiment dans l'autre monde, le monde dont, selon Platon, nous avions été chassés suite à une sorte de péché originel, le monde des idées en soi. Platon, pour démontrer cette pensée idéaliste, utilisait le moyen suivant. Il prenait des enfants devant lui qui n'avaient jamais fait de mathématiques ou de philosophie, et puis il leur posait des questions logiques, cohérentes, qui induisaient la réponse. Et comme les enfants trouvaient la réponse, ils pouvaient démontrer à ceux qui l'entouraient, vous voyez, c'est donc que cet enfant savait déjà la réponse, et il la savait pourquoi? Parce qu'il vient d'un autre monde où il les avait contemplés. Un exemple, si je dis à un enfant que 1 plus 1 égale 2, et que je lui demande ensuite, alors à ton avis, est-ce que 2 est plus grand que 1? Il est fort probable que s'il a du bon sens, par un raisonnement logique simple, il dira oui, 2 est plus grand que 1. Est-ce que, dira Aristote, est-ce que c'est parce qu'il savait déjà cette chose-là qu'il avait contemplée dans une vie antérieure, ou est-ce que c'est parce que simplement, il l'a déduit par un raisonnement logique? Aristote établira sa logique, et la logique mathématique est un peu semblable, pour démontrer que Platon, en fait, ne démontrait rien du tout. Et donc je dirais que cette idée que les êtres de raison existent en soi, abstraitement, dans un autre monde, un monde des idées, c'est quelque chose qui est illusoire, qui n'est pas réaliste. Et donc, il faut bien l'admettre, l'objet matériel des mathématiques, ce sont des êtres de raison et ce ne sont donc pas des êtres réels. Quelle est maintenant la raison formelle, c'est-à-dire sous quel rapport les mathématiques regardent ces êtres de raison? Eh bien, je dirais qu'elles les regardent en tant qu'ils ont entre eux des relations, et des relations quantitatives, des relations logiques, mais des relations quantitatives, toujours. La logique philosophique, quant à elle, a un domaine beaucoup plus vaste. Elle a le même domaine que la philosophie, ça veut dire tout le domaine du réel. Or, le réel, il n'est pas seulement le domaine des quantités. Je vais donner un exemple, ça rendra les choses peut-être plus claires. D'abord, un exemple de raisonnement en logique philosophique. Tout homme a une tête. Donc si Corentin est un homme, c'est donc que Corentin a une tête. Voilà un raisonnement qui peut être utilisé en philosophie. Et maintenant, un raisonnement logique en mathématiques. Si x plus 2 égale 7, alors x égale 5. Dans cette petite équation mathématique que j'ai résolue, il y a eu toute une logique qui s'est impliquée. Eh bien cette logique, elle portait sur un domaine quantitatif et ce serait la même chose si je l'avais fait en géométrie. Alors à partir de là, et en comparant ce que c'est que la philosophie réaliste et ce que sont les mathématiques, je crois que je peux répondre à la question: est-ce que les mathématiques font partie de la philosophie? Eh bien je dirais que je peux regarder les mathématiques de deux manières. La première manière, c'est quant à leur objet spécifique, à savoir des êtres de raison, des êtres dont j'ai montré qu'ils n'existaient pas, parce que les mathématiques ne sont pas forcément appliquées. Or, la philosophie, elle a comme objet la réalité, donc des êtres qui forcément doivent exister d'une manière ou d'une autre. On le voit, les mathématiques ne peuvent donc pas faire partie de la philosophie, en eux-mêmes, comme science.
Ils sont une science, une construction qui est à part, une construction de l'esprit humain, une construction fabuleuse, pleine de relations de beauté, avec des liens qui peuvent être magnifiques pour celui qui sait faire des mathématiques. Mais ils ne font pas partie de la philosophie qui, elle, dans sa définition, dans son objet, se borne à connaître le réel. Cependant, on peut regarder les mathématiques d'une autre façon, en tant que, étant une science particulière, faite par l'être humain. Il révèle ce que c'est que l'être humain, sa manière de penser. C'est tout de même fabuleux, par exemple, de constater que notre esprit humain, en se fondant sur un principe de contradiction et en jouant avec des êtres de raison quantitatifs, a élaboré tout un domaine, toute une construction gigantesque qui s'avère correspondre à des choses qui se passent aussi dans la réalité. Je dirais que cette simple constatation révèle énormément de choses sur ce que c'est que l'homme, sur son esprit, mais aussi sur la réalité elle-même. Est-ce que la réalité aurait une structure mathématique? Est-ce que c'est parce que notre cerveau est lui-même fait de matière qu'il trouve, cette science qui est cohérente avec la matière? Science mathématique, indépendamment de cela, serait simplement cohérente en elle-même en fonction des axiomes qu'elle se donne. Je dirais que beaucoup de questions se posent, et ces questions-là, pour le coup, sont vraiment philosophiques. Dès qu'on cherche à connaître l'homme, donc une réalité particulière la plus sublime qui existe dans l'univers, alors on retourne en philosophie. J'ajouterais encore que les mathématiques appliquées, lorsqu'ils deviennent un instrument au service de la physique, de la chimie, de la biologie, de la psychologie aussi, par les calculs de probabilité, par les statistiques, eh bien les mathématiques appliquées deviennent une partie de la méthode philosophique. Fait, puisqu'ils permettent, à travers une discipline qui fait partie de l'intelligence humaine, qu'elle peut découvrir par elle-même, puisqu'ils permettent de mieux connaître le réel, ce réel qui est le maître en philosophie, comme je l'avais dit, c'est donc qu'ils apportent aux philosophes quelque chose de très important. Mais, je le répète, ce ne sont pas les mathématiques en eux-mêmes, avec leur objet matériel qui est l'être de raison. C'est leur application, le fait qu'elles permettent de connaître la réalité, qui en font un objet d'étude pour le philosophe. J'ajouterais même que les mathématiques appliquées, en se mettant au service de la science moderne qui étudie elle-même le côté matériel des êtres, ont eu une fécondité extrêmement importante, pas seulement dans la connaissance des êtres naturels, mais aussi dans le domaine des techniques. Les fusées, par exemple, qui se sont dirigées vers la Lune, leur direction, la façon de revenir, tout cela se sert des mathématiques. Et on se trompe dans une constante particulière par rapport à la gravitation qu'exerce la Lune sur le vaisseau Apollo 13, de telle manière qu'il puisse revenir sur Terre directement propulsé comme par une fronde. Donc si l'outil mathématique fait une erreur, eh bien les astronautes qui étaient dans ce vaisseau spatial seraient morts. Ils auraient été propulsés dans l'espace. C'est donc une fécondité immense, mais qui doit toujours, pour le philosophe, être laissée à sa juste place. Cette fécondité ne touche pas ce qu'il y a de plus radical dans l'être humain, à savoir par exemple la réponse aux questions de la sagesse dont je parlais au début. Elle ne touche qu'un conditionnement, le conditionnement matériel, qui fait donc partie du réel et qui est donc véritablement important à travailler. Si les mathématiques appliquées permettent de connaître par exemple la matière, son fonctionnement, la gravitation, la puissance de cette force qui nous colle à la terre, elle ne permet pas par contre de réussir son foyer, son couple, sa vie conjugale et de savoir s'il existe un être premier qui a créé le monde. C'est un domaine qui doit rester là où il est et donc il ne faut pas diviniser les mathématiques malgré leur caractère extrêmement séduisant et fécond. Et c'est justement au rôle de la critique philosophique, donc de l'épistémologie, de situer cette discipline à sa juste place, en admirant son rôle spécifique et en ne lui donnant pas un rôle qui dépasse son domaine d'activité.